Salut à tous et bienvenue dans l'épisode 29 du podcast Open Thunder, le seul podcast français sur la franchise OKC. C'est Pierre qui vous parle, je suis très heureux de vous retrouver pour le dernier épisode avant notre grand moment de cette fin d'année, la draft. Avec moi comme toujours Constant, comment ça va Constant? Ah, ça va, ouais. Il est temps là d'arriver à cette draft. Là, on commence à en avoir marre de parler que des prospects. Il serait peut-être temps de voir qui on draft. Donc très Ouais. heureux de vous retrouver pour ce dernier épisode. Et pour cet épisode un peu preview de la draft, entre guillemets, qui on aurait pu inviter d'autre que La l'homme star. que la star, l'homme qui peut mettre feu à Twitter en un seul tweet. C'est Alan Guizou d'Envergure et de Dunk Hebdo. Comment ça va, Alan? Ah, ça va, Pierre, ça va et toi? Non, je mets pas le feu. Je me suis donné pour mission de défendre le process. C'est tout. C'est quelque chose Mais tu as raison. qui Tu as raison. m'inspire. Donc, je le fais dès que je peux. Bah, merci beaucoup pour l'invite. C'est gentil. Et ce qui est Merci plus à toi de scandaleux, venir. je trouve, c'est quand même d'être un fan de Boston et d'avoir du pourpre sur sa photo de profil. C'est vrai. C'est vrai. J'ai changé cette photo de profil dernièrement. Je ne sais pas pourquoi. Je vais peut-être sortir un album. Je sais pas. Avec le maillot des Patriots en plus. Donc vraiment, on sent que tu es un peu fan des équipes de Boston, mais vite fait. Exactement. Aujourd'hui, bien sûr, on va parler de draft, on va parler des dernières rumeurs, on va parler de ce qu'OKC va faire ou non. Alan, pour commencer, j'ai une question un peu générale. Vas-y, Que dis-moi. vaut la draft cette année? Parce que de ce qu'on dit depuis maintenant un bon moment, il y a des top prospects, peut-être de futurs superstars. Ouais. Il semble aussi maintenant avoir une hiérarchie assez claire, notamment en haut. On a presque un top 6, top 7 qui est établi. Alors il y aura peut-être des changements de place, mais on a un top 7 qui se dégage. Même un peu plus bas, on a quand même une petite hiérarchie comparée à l'année dernière où c'était un peu plus le bordel, et beaucoup plus homogène. Donc qu'est-ce que tu penses de cette draft de cette année où, tu vois, même en 16-18 pour OKC, il y a quand même des joueurs très intéressants, par exemple, peut-être plus que l'année dernière. Ouais, l'idée de base, c'était que par rapport à 2019 et 2020, c'était une draft qui était meilleure en haut, mais peut-être moins profonde en termes de role player. En fait, je trouve ça toujours difficile à dire, cette chose-là, parce qu'en réalité, pour moi, dans toutes les drafts, on peut trouver des role players. Il y a tout le temps des bons joueurs dans une draft. Donc dire, en fait, c'est souvent fait pour un peu excuser une draft sans superstar en disant ah non, mais elle est profonde, il y a quand même des bons joueurs. Oui, il y a des bons joueurs dans toutes les drafts en réalité. Ce qui fait vraiment la différence dans la draft pour moi de cette année, la 2021, c'est qu'il y a trois joueurs qui, bah, pour moi, seraient partis en un l'an dernier. Euh, alors, pas en 2019, pas en 2018 parce qu'il y avait Luka et parce qu'il y avait Zion, mais ces trois joueurs-là, donc Cade, Jalen Green et Evan Mobley, pour moi, c'est vraiment trois prospects, ce que les Américains appellent des blue chip prospects. Et rien que pour ça, ça en fait une draft de très grande qualité. Et après, elle est quand même profonde parce c'est une draft où il y a beaucoup de jeunes. Bah, comme d'habitude, il y a de plus en plus de freshmen qui se présentent directement, donc il y a toujours des forts potentiels. Et non, c'est vraiment elle est meilleure que l'an passé. Elle est meilleure que celle de 2019. Pour moi, ouais, la plus intéressante avec celle de 2018 depuis que je fais la draft. Ça tombe bien parce qu'OKC a pas mal de choix de draft. Et c'est pour ça que tu es là et que tu es venu régulièrement cette année et que tu nous as suivis, je pense même avec intérêt. Parce Ah, qu'il bien faut sûr. savoir comment compléter cet effectif. Exactement. Euh, on va commencer par le haut, on va commencer par choix numéro 6. Alors avec Constant, on vient de publier notre article scouting sur ce choix 6. On a décrit 4 joueurs, Book Knight, Barnes, Kuminga et Suggs. Et récemment, il y a quand même une rumeur qui enfle plutôt sur Book Knight, qui aurait peut-être convaincu le front office d'OKC, qui le préférait à d'autres, par exemple à Kuminga. Je sais que toi, tu es haut sur Book Knight, Constant un peu moins, donc le débat va être intéressant, notamment entre vous deux. Mais est-ce que toi, Alan, si tu es OKC, tu arrives en 6, bon, selon qui est pris avant, à voir, mais est-ce que dans ton board, pour toi, OKC doit avoir euh, Book Knight avant Barnes, Kuminga, voire Suggs, s'il est encore disponible peut-être? Sur mon big board, j'ai Scotty Barnes en 4, Book Knight en 5, Jalen Suggs en 6 et Kuminga en 7. Donc, bon, c'est quatre joueurs hein, qui sont tout en haut de mon troisième tiers, le tiers, je pense, starter plus. Je pense que ils peuvent être, si tout se passe bien, All-Star peut-être une fois dans leur vie, mais ça sera de très très bons titulaires NBA, je pense. Avec par contre moins de potentiel star que les trois autres, pour ça ils sont pas dans le même chapeau. Non, si j'ai le choix, je prendrais Scotty Barnes, personnellement. C'est le joueur que je prendrais si Scotty Barnes n'est plus là et que Jalen Suggs n'est plus là.
j'ai le choix entre James Bouknight et Jonathan Kuminga, je prendrais James Bouknight, je pense. Je ferais le choix Bouknight pour pas mal de raisons, mais en réalité, c'est 4 joueurs qui sont dans un même lot, un même paquet, et donc prendre l'un plutôt que l'autre, ça me dérange pas plus que ça. Ah, pour quelle raison, toi, tu préfères prendre Bouknight à Kuminga, par exemple? Parce que je pense que Bouknight, ça sera un joueur positif offensivement en NBA, tandis que Kuminga, alors c'est un des joueurs les plus jeunes de la draft, c'est un des joueurs les plus bruts encore, c'est quelqu'un qui est pas du tout fini. Donc on peut se dire que le potentiel est meilleur et que si jamais il se développe dans ces prochaines années, bah, il rattrapera les retards techniques et les retards peut-être même mentaux qu'il a sur les autres prospects. En fait, je pense qu'on sous-cote le talent offensif et l'arsenal offensif de Book Knight, qui est un des meilleurs tireurs en pull-up de la draft, qui est un athlète incroyable sur les bases extérieures. Donc, faut pas prendre ça pour argent comptant, un mec qui peut être comme ça un vrai talent offensif. Donc, je pense que le talent offensif de Book Knight bah, a été un peu sous-coté toute l'année. Et là, les gens se rendent compte, je pense, en matant peut-être des matchs ou des bouts de match, que ouais, c'est un joueur fait pour la NBA moderne. Là où Kuminga, bah, il y a le souci du tir, il y a le souci de l'appréhension mentale, et il y a le souci des blessures. Parce il a pas des red flags, mais il a des genoux qui posent problème à pas mal de scouts. Ouais, bah alors après, je trouve que les gens sont trop sévères envers Kuminga, pour le coup. Là, je suis d'accord. Mais même sur envergure, je te l'ai dit juste avant, je Mm. trouve que vous êtes trop sévère avec Kuminga parce que, en fait, j'ai l'impression qu'il souffre. En fait, il souffre de deux choses. Il souffre d'une part d'être allé rejoindre l'Ignite et pas la NCAA. Je pense Mm. que Kuminga, on l'aurait mis en NCAA. Pour le coup, ça l'aurait peut-être plus favorisé parce qu'il aurait joué avec des joueurs moins physiques que lui, beaucoup plus jeunes que ceux qui s'est tapé en G-League, et du coup, il aurait plus dominé. Limite, c'était un mauvais choix pour lui d'aller rejoindre l'Ignite. Et il a souffert aussi de la comparaison avec Jalen Green. Je Mm. pense que les deux étaient les deux gros Mm. prospects avec Isaiah Todd de cette Ignite. D'une part, tu as Jalen Green qui a tout défoncé et tu as Kuminga qui est un peu plus déçu, donc forcément il a un peu baissé, alors que les deux joueurs sont pas du tout au même stade de développement. Donc Mm. je trouve que essayer de comparer les deux pour, d'une certaine manière, rabaisser Kuminga, je trouve que c'est une erreur. Je pense qu'on n'a pas assez mentionné le fait qu'il jouait contre des professionnels, contrairement à un Book Knight, par exemple, qui a joué contre des joueurs NCAA. Et moi, oui, je sais que Book Knight que Kuminga, pardon, est un diamant brut. Mais en fait, de ce que j'ai vu là pour écrire l'article, je trouve que là aussi, on est trop sévère. En défense, il a les outils. Alors, il n'a pas la mentalité, il n'a pas encore l'intérêt pour la défense. Ok, mais il a les outils physiques pour défendre plusieurs postes. Je trouve qu'en attaque, oui, il y a son tir, mais j'ai plus confiance dans le fait que Kuminga va développer un tir extérieur que Barnes, par exemple. Parce qu'au Mm. moins, Kuminga, il y a une gestuelle. Je pense que si on lui donne des tirs dans le rythme, en catch and shoot, il va les planter. Parce que la gestuelle, moi, je trouve rien de particulièrement catastrophique. Et en plus, il a eu l'échantillon dans cette saison de G-League. C'est-à-dire que des 3 points, il en a tenté, je crois, 5 par match. Là où Mm. Barnes en a tenté moins de 2 par match. Donc, je pense que Kuminga sera capable à l'avenir de développer un tir peut-être à 34% à 3 points en NBA. Je pense vraiment dans un futur plus ou moins lointain, mais je pense vraiment qu'il sera capable. Et Mm. pourquoi moi je le préfère à Book Knight, c'est que en fait, bon déjà Book Knight, est-ce qu'il peut vraiment jouer à l'heure actuelle autre chose que deux? Je suis pas convaincu parce qu'il n'a pas la création pour les autres pour l'instant, même s'il y a des flashs, il n'a pas la création pour jouer un. Mm. Donc l'associer à côté de chez, je sais que le fit, etc. Mais bon, quand tu as tellement de besoins au KC, en fait, prendre un joueur sur le poste où tu as déjà ton meilleur joueur, c'est peut-être pas la meilleure idée. Et d'un point de vue potentiel, en fait, je trouve que Minga, en fait, remplirait toutes les cases dont tu as besoin, entre guillemets, le Thunder. Puisqu'il n'y aura pas, à OKC, il ne va pas y avoir d'objectif de victoire à court terme. Genre l'année prochaine, tu ne te dis pas, il nous faut un joueur pour jouer le play-in. Il te Mm. faut quelqu'un de jeune, quelqu'un de talentueux. Je pense que Kuminga a un potentiel bien plus haut que celui de Book Knight. Déjà parce qu'il est plus jeune et puis même parce que s'il arrive vraiment à se développer, ça peut être un joueur fort et défensivement et offensivement. Et après, ouais, voilà, je trouve que d'un point de vue potentiel, ouais, que Minga est plus fort que Book Knight. En plus, il est plus jeune. Il arriverait vraiment. Je pense que OKC, d'un point de vue du joueur, OKC serait
Orlando OKC serait la meilleure destination pour Kuminga, parce qu'il arriverait dans des franchises où on va lui laisser le temps de se développer sans avoir de réelle attente autour de lui. Moi, je suis dans l'entre-deux, entre vous deux, parce que je pense que c'est surtout une question de philosophie actuellement par rapport à la draft. Kuminga, c'est typiquement un OKC guy où pendant très longtemps, ça a drafté ce genre de joueur déjà physique, pas vraiment basket pour l'instant, enfin basket élite, on va dire pour l'instant. Là où Book Knight, c'est plus proche de ce qui a pu être fait ces dernières années un petit peu, et c'est beaucoup plus misé sur un talent offensif qui est déjà certain et que peut-être Kuminga n'aura jamais, parce que Book Knight, pour avoir fait son scouting, et une fois que je me suis plus penché, je pense que c'est l'un des meilleurs attaquants de la draft, de assez loin. Alors il y a peut-être Green dans un peu le même style, Cunningham, je le mets à part, mais en termes de scoring pur, etc., j'ai rarement vu ça, même par rapport à l'année dernière, de ce qu'on a scouté, etc., j'ai rarement vu ça. Et parce que il est jeune en fait. Enfin, je veux bien qu'il ait déjà fait plus de saisons NCAA, que Kuminga soit très jeune, mais Book Knight, il n'est pas vieux. Il Quand est il va pas vieux. arriver en NBA, il aura 21 ans. Ouais, mais c'est pas Chris Duarte qui a déjà 26 ans ou je sais pas quel âge. Enfin, c'est pas la 24. même chose non plus. Et en plus, Book Knight a commencé assez tard le basket apparemment de ce qui est ressorti. Il y a quand même pas mal de choses à prendre en compte. Après, il y a des limites, effectivement. Il y a des limites, tu l'as dit, peut-être sur le poste, voilà. Même si je crois, un backcourt chez Book Knight, ça manquera peut-être un petit peu de création, mais Moi, je en crois pas du termes tout. offensifs, au moins tu t'assures des choses. Et là où tu manques énormément de talent offensif actuellement à OKC, honnêtement, et de scoring, lui, il t'apporterait ça directement. Là où Kuminga, tu as beaucoup moins de certitude offensivement. Et après, on n'en parle pas, mais je pense que Book Knight, défensivement, ça peut être décent, largement. Parce que physiquement, comme tu as dit, Alan, il est intéressant. Quand il a voulu cette année le faire, il l'a fait plutôt bien. Mais lui aussi, il a quelques red flags déjà physiques. Il s'était pété le genou, le ménisque, apparemment à un moment. Il y a eu quelques trucs aussi. Et je comprends totalement que certains soient moins fans et qu'il y ait cette question philosophique de l'âge. Là, au Kuminga, on a toujours eu de l'intérêt pour ce profil-là. On aurait été très content d'avoir en 5, même au début de l'année, on aurait signé. Mais il y a quand même pas mal de choses où tu te dis, il y a des limites, il y a ce tir. Parce que là, le pourcentage au lancer franc, on ne suit pas. Alors qu'il est bien, il y a la gestuelle, mais tu n'as pas les lancers francs qui vont avec. Tu n'as quand même pas beaucoup de matchs joués cette année, un peu comme Book Knight aussi. Il y a quand même des trucs à prendre en compte. Alors, c'est un joueur très intéressant, ça c'est certain. Le vrai potentiel de Toué. Tu vois que dans le futur, tu pourras le faire jouer un peu d'ISO sur du demi-terrain où il sera dos au Peut même panier, faire où il jouer un sera à post-up. mi-distance. Voilà. Ouais, voilà, exactement. Donc, voilà, mais tu peux. Ça va être une question de philosophie pour moi. Et dans les deux cas, je pense que je serais content. Bien que, comme l'a dit Alan, Barnes reste, je pense, c'est pour Constant aussi, le choix numéro un parmi ses prétendants. Je pense que j'enlève Suggs parce que je sais pas ce que tu en penses, Alan. Bon, il est certes descendu, mais je pense il passera pas 5. C'est pas possible. Ouais, il semble premier à Toronto en réalité, hein. Ouais. Ouais. Je, je, je dis pas que c'est le bon choix, mais c'est ce qui semble être promis à Suggs. Après, juste pour ajouter en fait sur Book Knight, c'est pas parce qu'on l'a pas vu créer pour les autres qu'il peut pas le faire. Hmm. En fait, il devait tellement scorer parce que Yukon en avait tellement besoin de son scoring que bon, il demandait surtout de terminer les actions et pas de les initier. Mais il y a par flash, on l'a vu jouer du pick and roll. Euh, Sur Kuminga, en réalité, moi, je suis d'accord avec tout ce qui est dit, le potentiel physique et athlétique, le matériel que tu peux acheter, en fait, il est super intéressant, en fait. En haut de sa draft, comme le dit Constant, il est jeune. Le fait de jouer avec la G Ignite, je pense que c'est plus les observateurs qui vont faire la comparaison un peu paresseuse avec Green. Les scouts, tu vois, ils ont vu Kuminga jouer avant. Donc au lycée, il a fait plusieurs lycées en plus. Il a joué du AAU aussi. Et je pense que la comparaison, c'est plus tu sais, les gens qui vont regarder, ah bah le Green a fait une Hmm. bonne saison, il a été là. Mais Kuminga qui avait d'ailleurs très bien commencé la saison G-League, Ouais. avant de prendre un petit peu un mur et de se blesser. Mais au tir, c'était très bien sur les premiers matchs. Ouais. Le premier match, je crois, c'était contre le Blue d'ailleurs, l'un des premiers. Il avait défoncé, enfin, le Blue et Poku notamment. Il y avait un match-up assez intéressant. Oui, je crois que mais c'est contre OKC, Hmm. oui. Il part main gauche et il met un énorme Oui. marque. Oui, oui, Ouais, oui, oui. ouais, ouais. Et ouais, mais franchement, Kuminga ou Book Knight ou Scotty Barnes en 6, et je pense que avec comment dire, la malchance à la loterie que vous avez eu, tu récupères un prospect très intéressant quand même.
C'est mieux le 6 de cette année-là, la petite bataille entre Oui. les trois qu'on parle, que le 6 de l'an dernier ou le 6 de 2019, franchement. Ouais. Et même quand tu vois l'évolution récente de la draft de cette année et comment les joueurs sont scoutés, le 6 a pris de la valeur aussi. Tu vois, par rapport à. Tu Mm. nous aurais dit, on avait le 6 il y a 6 mois, on ne pensait pas qu'il aurait peut-être cette valeur-là, ce On choix a beaucoup 6. parlé d'un groupe de 5, c'est vrai. Voilà, c'est vrai, exactement. Alors que Barnes maintenant est vraiment monté. D'ailleurs, c'est peut-être sur lui qu'on va peut-être enchaîner parce qu'on en a beaucoup parlé avec Brandon Rabar quand il est venu dans l'épisode. On en a parlé aussi la semaine dernière. Toi, c'est quoi ton avis sur lui? Est-ce qu'il a vraiment ce potentiel de jouer le small ball 5 qu'on aimerait tant avec Constant? Voilà, dans cette utilisation que tu pourrais le voir avoir à OKC, tu vois, comment tu vois les choses? Moi, déjà, je suis fan du personnage, Hmm. de la mentalité du joueur, Ouais, euh, que ça, incroyable. Hein. que ça soit d'ailleurs partout, hein, que ça soit quand il était avec Team USA chez les jeunes, où il acceptait de faire le glue guy, de défendre et tout. Même quand il était à Montverde, il jouait avec Kate Cunningham, avec Moses Moody. Et bon, l'équipe était assez impressionnante. C'est quoi cette équipe de. C'est quoi? Ouais, c'est l'équipe qu'ils avaient, hein, la dernière année du Cade, avec Moses Moody, Deron Sharp, qui est le pivot de North Carolina, qui va aussi se Hmm. faire drafter. Quatre Mm. joueurs qui vont se faire drafter, je pense, étaient dans cette équipe high school. Donc c'était assez impressionnant. Et lui, il était là à prendre les missions défensives, à faire être un super leader. En fait, là, lui, en porteur de balle numéro un, on l'a vu que dans un seul contexte, c'était à Florida State. Mm. Hmm. Et c'est ce qu'il faisait. Alors, je pense pas que c'est ce qu'il fera en NBA, parce que ça nécessiterait que pas qu'il devienne Giannis, mais qu'il devienne un mec capable d'ultra dominer physiquement avec quatre shooters autour. Et je pense que c'est pas simple Ben d'organiser Simmons? comme ça. Euh, ouais, ouais, c'est pas une comparaison complètement dénuée de sens, je pense. C'est pas dénué de sens, mais moi, en fait, j'aime trop la mentalité, j'aime trop le Hmm. profil défensif. Je pense que défensivement, ça peut devenir. En plus, déjà, il a la mentalité, il aime ça. Il aime, Ouais. et en plus, il a les outils, il a la polyvalence, et il a, voilà, théoriquement, il peut vraiment défendre 90% des profils NBA. Personne ne peut vraiment défendre 100% des profils NBA, ça n'existe pas. Mais lui, il a sûrement cette polyvalence. Il a le jeu de passe, il a le QI. En fait, il a tout, sauf un truc. Le C'est le tir. tir. Et vraiment, quand on dit, on dit tout le temps les prospects, le swing skill, c'est le tir. J'ai même pas envie de dire que le swing skill de Barnes, c'est le tir, parce que lui, en fait, il en a pas pour l'instant. Swing skill, ça veut dire, il y a des flashs, Hmm. on sait pas si ça va se transposer. Pour l'instant, il en a pas. La mécanique est problématique pour tirer en sortie dribble. Donc, ça va être plus du catch and shoot. Mais si ça veut dire que c'est plus du catch and shoot, ça veut dire que, Du off-ball. Hmm. voilà, plutôt off-ball, peut-être en poseur d'écran. Il faudrait peut-être qu'il devienne une menace, peut-être sur pick and pop ou des choses comme ça, ce qui était Draymond Green à une époque Ouais. à Golden State. Moi, j'adore le. Ouais, je pense qu'il y a vraiment un groupe de trois. Je pense qu'après, offensivement, Book Knight a peut-être plus de talent, mais en termes de polyvalence et en termes de joueur de basket, joueur d'équipe, je pense que Scotty Barnes, en plus de l'âge, c'est un freshman, hein, Mm. tout pour, tout pour faire une longue carrière NBA, être titulaire pendant plus de 10 ans NBA, je pense. Après, le problème du tir, pour le coup, ça va réduire aussi, ce que je dis dans l'article, ça va réduire ses qualités de créateur. Parce Mm. que, on l'a vu, il est, je crois, 11e en termes de points par possession en tant que ball handler sur pick and roll en NCAA cette saison. Ouais. Ça va, ça montre que le gamin, il sait. Alors qu'il n'a pas de tir en plus, donc ça montre à quel point il est capable de créer pour les autres sur pick and roll, ou alors de finir tout seul au panier. Et le problème, c'est que quand il va arriver en NBA, si les joueurs se rendent compte qu'il n'a pas de tir, bah, quand il va avoir balle en main sur pick and roll, les gars vont passer sous l'écran en fait. Et du coup, il pourra plus aller driver. Pour servir quelqu'un d'autre, ça va être compliqué. Donc, le problème, c'est que sa mécanique de tir, comme je l'ai dit, elle est vraiment infecte. T'as l'impression qu'il pousse la balle. Donc Mm. c'est vraiment autant que Minga, c'est juste que les tirs rentrent pas. Mais lui, c'est vraiment un problème de mécanique. Il y a beaucoup de trucs parasites dans son tir. Ouais. Et tu vois, mais là pour le coup, autant sur Kuminga, je suis confiant qu'en catch and shoot, il peut devenir ne serait-ce que respectable. Mm. Autant Barnes, j'ai des vrais doutes. Et du coup, même si j'adore le profil, je trouve que défensivement, c'est probablement le meilleur défenseur de toute la QV de draft qui va arriver. En termes de jeu de passe, il est largement au-dessus de l'average pour son poste. Mm. Même en termes de création, je pense que
tu vois, en termes de vrais créateurs, je pense qu'il serait quasiment au niveau de Shea, hein, très honnêtement, parce que Shea est un passeur fonctionnel. Là où Barnes, j'ai l'impression que c'est plus un vrai passeur qui est capable de voir le jeu. Mais il y a cette problématique du tir qui, en fait, déjà en NBA, tu sais que quand tu as ne serait-ce qu'un seul non-shooter sur le parquet, c'est compliqué. Il n'y a qu'à voir les Nets en playoff, quand il y a eu Bruce Brown, ça leur créait des problématiques. Du coup, ouais, en fait, le problème, c'est que si ce tir n'arrive pas, ça va réduire finalement ses qualités de créateur en tant en tant que créateur en attaque. Justement, il y a il y a ce moyen, entre guillemets, de gommer son problème, c'est de le faire jouer 5. Parce qu'il est à 2,18 d'envergure, parce qu'il est à 2,06 de taille, parce qu'il fait plus de 100 kilos, parce que on l'a pas vu en NCAA, parce qu'il défendait principalement des postes 1, ce qui montre aussi qu'il a la vitesse pour défendre des postes 1. Mais moi, je pense qu'il a le physique et qu'il a le moteur pour tenir des 5. Alors, peut-être pas Joel Embiid, mais la grande majorité des 5 en NBA. Du coup, ouais, si tu utilises 15-20 minutes avec beaucoup en poste 4, t'aurais avec beaucoup. Bon, en même temps, faudrait que l'autre il passe à la cantine, mais visiblement, il n'a pas prévu de faire ça. Mais en termes de rebond, tu serais pas déficient, je trouve. Et si tu fais un 5 Kemba chez Dort, Poku, Barnes, je trouve que tu gommes pas mal des défauts de Scotty Barnes, en fait. Et pour son côté création, si son tir se développe pas, voilà, typiquement de le faire jouer en 5 où le seul moment où il est vraiment porteur de balle sur tout le terrain, c'est quand il prend un rebond, qu'il va relancer la transition, etc. Et il est Mais très ensuite, fort pour ça. et il est très fort pour ça, mais ensuite, c'est plutôt jouer sur des dribble end-off, il a la balle poste haut, il va servir les mecs sur des coupes, etc., où il pourra jouer son 1 contre 1 d'un peu plus loin que de lui laisser la balle très haut dans le terrain et de lui faire jouer avec un écran du poste 5. Ça, je pense que c'est beaucoup moins efficient. Donc, c'est plutôt le faire jouer en vitesse, lui laisser de l'espace qu'il aura, du coup, parce que les défenses vont défendre de loin. Je pense que tu peux compenser ça, mais effectivement, si tu t'attends de lui de le faire jouer comme un 3-4 à l'extérieur, qui attend dans son coin, qui joue des fois un pick and roll, ou voilà, là, il y aura des problématiques, effectivement. Et j'ai du mal, en fait, même à voir comment des équipes NBA pourraient avoir cette projection de carrière et d'utilisation pour ce joueur-là. En fait. Ça me paraît complètement lunaire si tu drafts pour faire ça. Ouais, c'est un genre hybride, tu vas devoir Ouais, t'adapter. c'est Si tu ça. drafts, tu vas devoir t'adapter. C'est pas un genre que tu peux insérer, on va dire. Il demande une adaptation. Et il y a le problème de rajouter Lou Dort avec. Parce que autant défensivement, là, la paire Lou Dort, Scotty Barnes, ça va être infernal pour les attaquants adverses. Autant de l'autre côté du terrain, Dort a développé un tir respectable, mais est-ce que la saison prochaine ce sera encore le cas? On va voir. Si t'as, en fait, je pense très sincèrement que tu peux pas faire un 5 majeur où tu as Dort, Darius Bazley, Scotty Barnes dans le 5. En termes de shooting, de spacing en NBA en 2021, c'est impossible de faire ça. Donc déjà, Bazley, va falloir aussi se poser des questions au bout d'un moment. Nous, on s'en pose depuis l'année dernière, mais je pense que s'il y a une draft de Scotty Barnes, moins si c'est Bouknight ou Kuminga, mais si c'est Scotty Barnes qui est drafté, va falloir vraiment se poser des questions autour de Darius Bazley. Mais même si tu le retires de l'équation, en fait, déjà juste d'un point de vue offensif, Dort, Barnes, t'as intérêt d'avoir des vrais shooters autour. Parce que c'est pas des non-shooters, mais t'as des demi-non-shooters, j'ai envie de dire, ça n'existe Barnes pas. est un non-shooter. Ouais, mais voilà, Dort et Bazley surtout, c'est des demi-non-shooters. C'est compliqué de dire qu'ils seront des vraies menaces, mais en même temps, tu peux pas les laisser complètement tout seuls. Surtout Dort. Ouais. Donc, assez compliqué de construire là-dessus. On a fait pas mal le tour là sur Speak 6. On va redescendre un petit peu, et là, ça va être un peu plus freestyle. Il y a un peu plus de joueurs, donc on va devoir parler. On a ces choix 16 et 18, Alan. Donc il y a bien sûr cette possibilité éventuelle de monter un petit peu dans la draft. On en parle beaucoup sur Twitter actuellement pour monter au bord du top 10, j'ai envie de dire. Déjà, est-ce que tu verrais OKC faire ça et pour qui? Pour quel joueur? Et sinon, pour toi, quelle serait peut-être la cible prioritaire qu'OKC doit potentiellement avoir dans ce range-là? On va dire le range autour de la 15e place, on va dire. Kai Jones. Bon, là-dessus, on est d'accord, je pense tous, mais voilà. Alors que c'est un pivot, hein, donc c'est pas ce que je préfère, mais je pense que le profil est trop intéressant, le matériel est trop intéressant, il est trop. Moi,
Et en fait, j'ai fait son scouting report et on s'est partagé sur envergure les joueurs. Je connaissais un peu Kai Jones parce que, en fait, il y avait un gros prospect annoncé, c'était Greg Brown Ouais. à Texas. Et puis, il y avait aussi d'autres joueurs intéressants. Donc, quand tu regardais Cade ou quand tu regardais Baylor face à Texas, bah, tu voyais un peu Kai Jones. Puis en plus, Kai Jones, je l'avais déjà vu l'année dernière, en fait, parce que ça, il a fait 2 ans. Il est très jeune, mais il a fait 2 ans en NCAA. Et donc, bon, toujours aussi, envie de dire, ensuite de se fracasser la tête contre l'écran quand on voyait le coaching de Texas, hein, mais ça, c'est pas nouveau. C'est-à-dire que des trucs où Kai Jones jouait poste 4 au large, les seuls trucs qu'il pouvait faire, c'était driver ligne de fond, tu avais l'impression. Parce que oui, en fait, il y avait Jericho Sims qui est un pivot qui va aussi, je pense, se faire drafter, et Greg Brown, et que le coach s'était dit, je vais mettre les trois en même temps, ou alors je vais mettre deux des trois en même temps sans spacing, et puis on verra comment ça marche. Ça marchait pas en attaque. Mais Kai Jones, voilà, en termes de flash, il est top 5 de la QV. En termes de flash, le gars, sur séquence, il fait du pick and pop, il relance la balle tout terrain, puis il part au lay-up tranquillement, la protection de cercle aussi. Alors, il fera pas ça en NBA. Mais voilà, moi, c'est mon deuxième intérieur de la QV. Et si je dois en drafter un, c'est lui, je pense, derrière Mobley. La possibilité de monter, elle est bonne, hein. Il y en a pas mal des équipes qui l'ont fait ça dernièrement, pas avec tout le temps extrêmement de réussite, hein, quand je crois que c'est Sacramento qui. Non, c'est Portland qui monte, qui envoie 20 et 15 pour récupérer le 10, c'est Zach Collins. Ouais, Ouais, et quelque chose comme ça, Sacramento ouais. qui descend. Ouais. Ouais. T'as Denver qui l'avait fait aussi, je crois, de mémoire, qui avait tradé 2 picks, et finalement c'est Utah qui se retrouve à pick Donovan Mitchell. Ouais. C'est pas aussi exceptionnel. Et c'est un range, ouais, où tu peux le faire. Après, je pense que souvent, des équipes ils peuvent récupérer aussi un vétéran, donc peut-être t'es pas obligé de lâcher les 2 picks, tu peux lâcher peut-être le 16 et un joueur pour monter, je sais pas, en fin de loterie, c'est peut-être possible et envisageable. Kenrich Williams, quoi. Et Ouais. c'est ça le problème en fait, c'est que c'est ce que je disais hier, c'est que tu vois, Houston par exemple, ils ont des vétérans à échanger. Tu vois, ils ont Eric Gordon qui peuvent potentiellement insérer dans un truc. Nous, hormis Kenrich Williams, on n'a pas de vétérans. Et c'est ça le problème en fait, c'est que moi j'ai vraiment, plus les jours avancent, là plus j'ai l'impression que le 16 et 18 ils vont être dans un package et qu'on va prendre un deuxième pick dans la loterie. Je pense très sincèrement que je vois pas Presti en fait avoir 3 picks dans le premier tour et en échanger aucun. Genre, sachant que lui, chaque fois s'il fait pas un trade, il commence à avoir des crises urticaires. Je pense vraiment que il va échanger le pick 16 et le pick 18. Le problème, c'est que j'essaye de voir les équipes qui sont, tu vois, autour du top 10. Donc les Hornets en 11, les Pels en 10, les Spurs en 12. Je me dis, quelle équipe serait potentiellement susceptible de plus échanger son pick? C'est les Pels en 10. Sacramento, peut-être. Sacramento en 9? C'est peut-être haut, mais. En 9, je sais pas. En plus, ils ont l'air d'être chauds pour prendre Franz Wagner. Moi, j'aime bien le profil, mais en 9, je trouve ça un peu haut. Mais en fait, le problème, c'est que, allez, on va inclure Sacramento dans le deal, puisqu'ils sont dans la même situation que les Pels. Ces 3 équipes-là, Sacramento, New Orleans et Charlotte, ils veulent quoi? Ils veulent être compétitifs la saison prochaine, encore plus les Pels. Et en fait, j'ai du mal à les voir accepter de descendre, enfin de lâcher leur pic pour drafter plus bas. Pour moi, il faudrait rajouter un vétéran dans un package pour vraiment les intéresser, pour qu'ils se disent, on a récupéré un joueur vétéran, tant pis, on draftera un peu plus bas, mais en tout cas, on a récupéré quelqu'un qui va nous apporter Day One. Et le seul joueur qui est capable de faire ça au KC, c'est Kenrich Williams. Et le problème, c'est que, tu vois, si Houston, par exemple, veut monter dans le top 10, ils peuvent te dire, bah très bien, on a le 22 et le 23, je crois, on te fout Eric Gordon, et let's go, t'as un vétéran, t'as des pics aussi. Là où je vois mal, OKC a des pics qui sont certes plus hauts, mais par contre, t'as juste un vétéran, allez, t'as peut-être Ty Jerome, mais encore, t'as juste un vétéran que tu peux lâcher, en fait. Et puis toi, tu veux pas lâcher ta Jérôme. Bah non, mais en tout cas... Après, si ça draft un guard surtout assez haut, Ty Jerome, il risque de pas beaucoup voir le terrain l'année prochaine avec la présence de Kemba, etc. Donc c'est aussi une option. Moi, ce que j'ai un peu peur, au-delà de qu'on puisse pas vraiment trader parce qu'il y a ce manque de vétérans et que ça doit envoyer beaucoup de pics, c'est que ça devienne plutôt un pic, un échange ou un trade négatif où tu te débarrasses de Kemba
Et qu'en fait, tu te sers de ces pics-là comme asset pour te débarrasser de Kemba, ou ben, au mieux de prendre les deux pour en avoir un meilleur, et ben, t'en lâches un et tu en gardes un seul pour te séparer de Kemba qui ne sera peut-être plus là du coup l'année prochaine. Tu vois, c'est surtout ça que j'ai un peu peur. Alors, je vois pas Presti faire ça. Je pense pas, voilà, c'est ce que j'allais dire. Je pense pas que ça va arriver, mais c'est quand même une problématique qui doit être réfléchie actuellement parce que qu'est-ce que tu fais de Kemba? Est-ce que lui veut être vraiment là? C'est une vraie question. Quelle utilité tu as à le garder, surtout si tu draftes. Imagine, tu te retrouves avec Suggs. Tu n'as peut-être pas envie d'avoir Kemba dans les pattes que tu dois faire jouer, à qui tu dois faire regagner de la valeur, etc. Sachant que tu as déjà Shea, qui va rejouer, tu as Malédon, etc. Tu n'as peut-être pas envie de ça. Donc c'est aussi une problématique qui doit être prise en compte à ce moment-là, je pense. On lâchera pas le 6 pour séparer de Kemba, mais le 18, c'est peut-être je pense pas. Je pense pas non plus, mais c'est moins impossible. C'est moins impossible. Je vois pas l'intérêt d'avoir récupéré Kemba avec un asset si c'est pour refourguer le même asset 2 mois plus tard, en fait. C'est vrai. Ça sert à rien dans ce cas. Tu peux aussi récupérer autre chose, enfin un truc mieux, ou enfin tu vois, à voir. Tu sais pas comment ça peut se goupiller. Ça se trouve, tu récupéreras des trucs du futur, ou tu peux. Je sais pas comment ça peut se faire. Je t'avoue que le cas Kemba me paraît. C'est compliqué de voir ce que tu peux faire avec lui en fait. Imagine, tu fais un truc. Tiens, tu vas voir les Pels par exemple. Tu leur dis. Alors je sais pas si au niveau du salary cap ça fonctionne. Je pense pas. Tu as moyen de bricoler. Tu vas voir les Pels, tu leur dis on vous propose genre le 16, le 18 et Kemba. Genre vous nous refourguez le 10 et Eric Bledsoe. Est-ce que si t'es les Pels, tu réfléchis pas à l'éventualité de faire ce trade? Parce que Kemba est quand même meilleur qu'Eric Bledsoe, faut pas déconner. Et tu récupères quand même 2 pics en lâchant qu'un. Je me dis, tu vois, en termes de salaire, bon, c'est compliqué, mais je me dis, si t'es les Pels, tu vas potentiellement perdre Lonzo Ball, Eric Bledsoe, t'en peux plus. Je me dis, s'ils ont besoin de lâcher que le 10 pour récupérer 2 pics et se débarrasser d'Eric Bledsoe, moi, c'est une possibilité à laquelle je réfléchis. Je dis pas que je la prends tout de suite, mais en tout cas, je réfléchis. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord là-dessus. Moi, je pense que en fait, vous avez montré depuis quelques années que vous étiez capable de refaire gagner de la valeur à des mecs qu'on pensait sans valeur ou à valeur négative même. Ouais. Donc, pour moi, tu dois pas essayer, tu dois pas. Le but de là où tu es aujourd'hui et de l'acquisition d'assets en ingérant des contrats toxiques, c'est pas pour ensuite pas brûler tes assets pour te redébarrasser du contrat toxique rapidement. C'est essayer plutôt de faire de rendre ce contrat pas positif, mais déjà nul, on va dire, dans l'un des deux, et ensuite de voir ce que tu peux faire. Je pense que 16 et 18, en réalité, si tu veux monter, tu peux monter. Si tu veux, hein. Je pense que si tu peux appeler en 12, en 13, en 14, tu peux. Tu peux être inséré dans un deal à 3, comme ce qui s'était fait l'an passé pour Détroit qui monte pour récupérer Sadiq Bey aussi dans tes choses-là. Tu peux t'insérer dans des packages. Même au KC est monté l'année dernière pour beaucoup en plus d'ailleurs. Exactement, tu peux. Il y a toujours du mouvement dans le fin de loterie, entre fin de loterie 15-25, il y a du mouvement parce que tu as des joueurs qui descendent et des équipes sont surprises et se disent ah non, je peux pas y passer. Beaucoup d'équipes ont confiance en leurs évaluations sur la draft, hein. Donc elles ont envie d'aller chercher et sécuriser des joueurs qu'elles apprécient. Mais si tu veux monter, tu peux monter. Après, si tu veux pas et que tu veux piquer en 16 et en 18, tu peux le faire. Moi, je préfère piquer en 10 une fois qu'en 16 et en 18, je pense. Ouais, je suis d'accord aussi. Après, en fait, là, on parle juste d'un aspect théorique, mais il faut voir les profils. Je trouve qu'il y a une vraie différence en termes de profil et de talent à partir du moment où tu es en 10-12 et au moment où tu vas te retrouver en 16. Je trouve que tu as quand même un petit range de talents différents. Là, genre, si on part du principe que le top 6 va pas bouger. Le top 6, on sait qui c'est. Que ce soit que OKC sélectionne soit Book Knight, soit que Minga, je pense que l'autre sera pris en 7, tu vois, celui qui restera par les Warriors. Potentiellement. Après, je peux me tromper, mais j'ai l'impression que, tu vois, si t'es les Warriors, hormis si tu trades ton pick, si t'es en 7, est-ce que t'as vraiment envie de passer à côté de Kuminga? Je sais pas, tu vois. Donc voilà. En 8, je pense que le Magic va prendre
potentiellement soit Moses Moody, soit Josh Giddey. Potentiellement, tu vois, c'est les deux cibles. Voilà. En 9, ça a l'air d'être un demi-secret que les Kings se penchent de plus en plus vers Franz Wagner. Tu vois, tu arrives en 10, tu as encore potentiellement soit Guidé, soit Moody disponible, tu as Kay Jones. Alors que si tu arrives en 16, tu vois, tu auras ces joueurs qui seront partis, qui seront très probablement partis, et tu vas plus te retrouver à regarder du côté d'Isaiah Jackson, potentiellement, du Garuba. Je trouve que c'est des joueurs qui seront, en termes de potentiel, qui sont quand même un cran en dessous des autres. Et je me dis que rajouter ces deux joueurs-là, est-ce que c'est vraiment plus fort que de rajouter, tu vois, un Guidé ou un Moody? Je suis pas convaincu. Ou même un Kay Jones, tu vois, je suis pas vraiment convaincu. Ouais, bah, complètement. Après, ça dépend de l'évaluation que tu as. Moi, on va dire que j'ai 14 joueurs que je vois vraiment, pas talent loterie, mais je vois que j'ai dans un groupe mes tiers 1, 2 et 3. Et ensuite, il y a un gap qui descend, je pense. Hmm. Donc, Est-ce que tu aurais d'autres noms, du coup, au moins un, au-delà de Kyle Jones, qui est peut-être un peu trop haut pour ces pics-là, donc à part si un trade, est-ce que si jamais OKC ne bouge pas avec ces pics-là, tu aurais une cible, une autre bah, cible moi, un je peu pense qu'il y a prioritaire? des joueurs que j'ai en loterie qui ne seront pas pris en loterie. Hmm. Jaden Springer, notamment. Ouais. Tu leur loterie. Cam Thomas, Sha- Sharif Cooper. Donc ça, c'est que des joueurs qu'on a scoutés dans l'article en plus, donc Ah, si je vous sais, avez ouais, eu, franchement, l'article était super complet d'ailleurs. Euh, J'aime bien en plus vos petites, tous les boards en bas après chaque joueur avec le numéro. Ça permet de voir qu'il y en a qui disent vraiment n'importe quoi. Oui, 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 oui. Non, je rigole. Personne dit n'importe quoi. Euh, Keon Johnson, je pense qu'il sera pris en loterie. Je Ouais. pense que Il le chute là potentiel ces athlétique. derniers temps, j'ai l'impression. C'était plus un pick top 10, là j'ai l'impression. Tu regardes les mocks, genre Vecini, je crois, il le met en 21. Ouais, Sam Veceni l'a pas mal baissé. Hmm. Sam Veceni, on peut dire ce qu'on veut, il a une certaine forme de courage sur certains, Je suis d'accord. Je suis Je sais d'accord. pas, certains joueurs. je sais pas si c'est un compliment ou pas, ça. Si, en vrai, c'est un compliment parce que tu vois, en fait, il y a beaucoup de gens. Je regardais une vidéo un live Twitch d'un grand média français qui commence par un T. Et des gens commentaient les mock drafts, ils commentaient les mock drafts, et dans les commentaires, ils disaient, ah, mais c'est n'importe quoi, comment tu peux avoir un tel à une place, un tel à une place. En fait, si tu dis ça, c'est juste parce on t'a mis dans la tête depuis 6 mois que ce joueur-là, il doit être à cette place-là. Ouais. Mais c'est juste parce qu'en fait, il y a une espèce de consensus qui se crée dans la draft, et on te dit que c'était n'importe quoi. Moi, j'avais James Wiseman en 13 l'an passé, j'en ai entendu parler sur Twitter. Pourtant, un an après, on vient moins m'embêter sur ça. Après, elle a Je dis été pas que j'ai blessée raison, je aussi. dis pas que j'ai tort, je dis juste qu'il faut se détacher de ce qu'on voit partout et ce qu'on nous met dans la tête. Ouais. En fait. C'est juste Et ça. même, certains te disaient trop défenseur de la mélo, Hmm. parce que les problèmes de comportement, etc. Et au final, là-dessus, encore, enfin, tu vois, on Et t'embête j'ai moins tort, maintenant. tout le monde a raison et tout le monde a tort sur plein de trucs. Faut juste, moi, Hmm. c'est de me détacher d'une certaine forme de consensus. C'est pas parce que on voit un joueur à une place tout le temps qu'il est là. Sam Veceni et d'autres, ils ont une certaine forme de courage. Des fois, ils disent, bah non, je vois pas ce que Hmm, certains voient. hmm, Voilà, Après, c'est le problème en fait de la définition même de mock. Parce qu'en complètement. fait, qu'est-ce qu'une mock draft? Si c'est un truc où tu classes tes joueurs en fonction de ce que toi t'évalues, bah ok, je suis d'accord que Vecchiani il peut se dire Kevin Johnson, moi je le prends en 21 parce que machin, Kate Jones, je le prends en 23 parce que machin machin. Mais en fait, si c'est une mock draft où tu essayes de prévoir ce que vont faire les équipes en Là, fonction non, des infos que tu as, non, là pour le coup, celle de Vecchiani, elle a aucun sens. Et là, je complètement. pars plus du principe de rejoindre un consensus. C'est pour ça que moi, hmm. quand je fais ma mock, j'essaye de me dire, tu vois, il y a des trucs qui me saoulent. Tu vois, si je fais une mock en disant, en restant focus, en me disant, je pense que telle équipe va faire ça, Sengun, il part en 12. Par Hmm. contre, si je me projette dans une loterie en disant, Non. je prends en fonction de ce que moi C'est ce j'estime que les toi, meilleurs joueurs, il est ouais. hors du top 20. Ce qui est plus intéressant pour moi en réalité. Je Bah, préfère je toujours trouve faire aussi. ce que je ferais. Prévoir en réalité, à part se dire, ah, j'avais vu ça, c'est pas extrêmement intéressant, je trouve. Mais je pense que pour revenir, voilà, si tu restes 16-18, tu vas avoir des joueurs. Tu vas avoir des joueurs. Mais en réalité, vous les avez pas mal détaillés dans l'article que vous avez fait de la semaine dernière. Tout ce qui est Josh Christopher, tu peux l'avoir, je pense. Tout ce Hmm. qui est Jaden Springer, Ousmane Garouba.
Treman, tous ces joueurs-là, des forts talents de cette draft, qui ont peut-être un peu moins de potentiel star que les autres, un potentiel de starter plus même, faut pas galvauder le mot star non plus. Mm. Je pense que tu peux avoir ces joueurs-là, Jetty Thor, si tu veux du potentiel, Isaiah Jackson, tu vas avoir et avec deux choix si proches, 16-18, si tu gardes les deux, après drafter trois joueurs, c'est beaucoup, hein, drafter trois joueurs. Parce que trois contrats garantis si tu draftes. Mais, parce que tu vas pas prendre un mec en 16 et 18 pour le stash. J'ai du mal à le croire. Non, non, mais c'est surtout rajouter 3 joueurs en fait dans un effectif qui est déjà pas mal fourni en fait. Tu vois, on peut parler de star talent, etc. Mais tu regardes les postes, au niveau des guards, c'est quasiment plié. Encore plus si tu choisis Book Knight, ta rotation au niveau des guards, limite, tu vas en avoir trop. Le seul vide qui se retrouve, c'est à l'intérieur. Et en fait, le truc, moi, qui me fait flipper, c'est que là, pour le coup, quand tu regardes les mocks, ils sont pas, quand ils font nos pics à nous en 16-18, t'as personne qui est en mode, je vais prendre le joueur que j'estime en 16-18, ils nous foutent tous un pivot, parce qu'ils disent, OK, ici a besoin d'un pivot. Et je trouve que c'est la pire situation à faire, en fait, de choisir un pivot juste parce que tu as des trous au pivot, parce que tu n'es pas dans une équipe qui a envie d'être compétitive l'année prochaine. Donc, franchement, combler tes besoins, genre, tu n'en as globalement rien à faire. Pour moi, tu dois choisir un joueur au talent. Et je trouve que, en fait, ce que j'ai peur, c'est que OKC se dise potentiellement, je vais prendre Isaiah Jackson parce que j'ai besoin d'un pivot. Tu vois, Kate Jones, ça me dérangerait pas de le prendre parce que lui, il coche toutes les cases en termes de poste plus talent. Mais vraiment, je me dis, si tu prends Isaiah Jackson en 16, moi, je trouve que le profil, c'est un Nerlens Noel avec le shoot à 400 mètres en moins. Mais en 16, je trouve ça trop. Et le truc qui me fait vraiment flipper, ça avec Pierre, on en a parlé, on va encore en parler quand on fera la draft, c'est que je sens venir le package 16-18 pour monter en 12 et pour drafter Sengun. Parce que vraiment, Presti, je sens qu'il est all over Sengun. Il pense qu'à lui vraiment toutes les nuits. Il se dit, ah, je vais faire une raquette beaucoup Sengun. En plus, défensivement, en 2021, c'est vraiment ce qu'il me faut. Et vraiment, j'ai peur qu'il parte dans cette possibilité-là, même si le joueur a des qualités, etc. Oui, il est très bon au poste bas. Oui, ça fait 15 ans que... Non, allez, ça fait 5 ans qu'on joue plus au poste bas, hormis 3 joueurs qui réussissent à se maintenir à ce niveau-là. Mais ouais, je préfère en tout cas largement, si tu packages ce 16 et ce 18 et que tu arrives en 11-12, je préfère largement prendre un guidé, prendre un Moody s'il est encore dispo, même un Kispert, hein, très honnêtement, plutôt que de prendre un Sengun ou de prendre un pivot juste parce que tu te dis merde, on n'a pas de pivot, il faut absolument qu'on en draft un. Après, si tu me fais une bonne transition, c'était la question que j'allais poser à Alan, parce que voilà, il y a ce besoin au poste de pivot, ce besoin en termes de trous dans l'effectif, et aussi parce que tu n'as peut-être pas vraiment de prospect actuellement sur ce poste-là, là où partout ailleurs, sur tous les postes, toutes les lignes, même si je peux dire, ok, si tu as du jeune joueur sur lequel tu peux potentiellement parler, au poste de pivot, tu n'en as pas. Tu en as zéro. Donc, est-ce que ça, tu considères vraiment que ça peut être pris comme un besoin qui doit être comblé? Après, à l'inverse, même si Presti fait un trade pour monter, pour prendre un pivot, ou même s'il prend Jackson, par exemple, en 16 ou en 18, ça peut être aussi parce que le profil est considéré comme intéressant. Ça peut pas être juste. Tu vois, on saura pas si c'est vraiment parce qu'il dit j'ai pas de pivot ou si c'est parce qu'il dit je trouve que c'est le meilleur joueur à ce moment-là. Ça, on ne saura jamais, à part si, comme le Magic à l'époque, tu prends une photo de ton board et tu l'envoies en photo sur Twitter ou je sais pas quoi. Aaron Gordon contre Paul George. Hein. Ouais, ça, on le saura jamais en fait. Et donc, tu pourras te dire, ok, là, ils ont fait un reach alors que c'est juste qu'ils ont besoin d'un pivot, alors que ça se trouve, c'est un reach parce que le mec en interview, il a été super cool, parce que quand il est venu faire le workout, il a défoncé tout le monde, il a mis des grands tirs, enfin, c'était n'importe quoi. Enfin, il y a plein de raisons qui peuvent pousser à ça. Donc, dans tous les cas, même si ça arrive, alors je pense que toi et moi, Constant, on sera déçus en live si ça arrive pour Sengun, par exemple, qu'on est moins fan du profil. Oh mais en fait, on peut même pas juger si c'est un choix de besoin, de ce qu'on détesterait, ou si c'est un choix de cœur, si c'est un choix, voilà. Ça va être super dur à voir. Donc là, la question que je vais te poser plutôt que de dire si c'est bien ou pas de faire ça, ou s'il faut prendre un pivot absolument, c'est est-ce qu'il y a des prospects au poste de pivot qui seraient intéressants? C'est plutôt ça la question, moi, qui doit être posée. J'ai un pro. Il y a Evan Mobley, mais tu n'auras pas Evan Mobley. Bah, oui, je te parle après John, c'est Mobley, on va dire, hein, dans ces ranges-là de mi-premier tour. Que je drafterai des pivots que je drafterai au premier tour, qui ont pour moi, tu vois, l'étiquette premier tour.
Kai Jones, Jetty Thor, les deux Azaya, donc Jackson et Todd. Donc, Tu vas au premier tour, Isaiah Todd? ouais, je pense que je peux Je, drafter je- je Azaya. le- je- je l'ai vu pas mal de fois au premier tour, et c'est vrai que nous, avec Constant, on l'a pas inclus dans nos scootings, mais il aurait pu peut-être en faire partie, Il était plus bas effectivement. en fait dans Il les était un petit mocks peu au plus bas à un moment où on a moment. fait Ouais, la ouais. liste. Oui, pour moi, ça a été un bon choix pour lui d'aller avec la G League Ignite parce qu'il était engagé à Michigan et à Michigan, je pense pas qu'il aurait autant joué. En fait, il jouait avec le banc à la G League Ignite et donc comme il jouait avec le banc, et ben, il avait tous les tirs. Donc on a pu vraiment très bien se montrer. Et ben en fait, et juste la qualité de tir et de un mec qui peut pop comme ça à 3 points à son âge, c'est extrêmement intéressant. Avec en Mhm. plus le physique qu'il a. Alors par contre, c'est un véritable trou noir, hein, c'est-à-dire que si tu lui donnes la balle, tu la revois pas pour l'instant. Il a fait un workout avec le Thunder, hein. Pour ceux qui sont pas au courant, Isaiah Todd a fait un workout avec OKC, donc Et si ça je te montre dis qu'il ça, est quand même intéressant. ouais, si je te dis ça, c'est que maintenant, en fait, il a annulé tous ses workouts parce que il y a des rumeurs comme quoi il pense être l'autre pick. Et donc, il Oh là là. ne workout plus avec plus personne Tu vois depuis. la mentalité des joueurs aussi, ça on n'en parle pas assez, c'est pour ça dans les articles avec Pierre on s'est forcé à parler du comportement, parce que Hmm. des joueurs qui se trouvent plus beaux que ce qu'ils sont, genre c'est infernal. Après, tu as le rôle des agents, hein, c'est pas, je pense qu'ils peuvent Mhm. aussi mettre ça dans la tête, mais ou alors il a une promesse. Il y a des promesses, exactement. Ouais. Et alors il a une promesse et il veut aller à cet endroit-là, donc ça peut s'expliquer. Mais voilà, c'est les intérieurs que je peux voir au premier tour. Moi, c'est dur, hein, mais je ne drafterai pas Alperen Sengun au premier tour. Je suis philosophiquement peut-être trop, comment on appelle ça? Marqué, ouais. Oui, trop marqué, mais en fait, un pivot que je vois pas pouvoir défendre en NBA, en playoff, ça m'intéresse pas de le drafter au premier tour. Donc, ah oui, il va peut-être mettre des points, mais je pense pas qu'il sera assez fort offensivement pour pallier à ses soucis défensifs. Euh, je dis ça d'ailleurs, c'est sûrement un joueur qui peut d'ailleurs bien figurer dans ses premières années NBA, hein, parce que tu le mets contre des Clairement. bancs, Mhm. euh, il va mettre des points, mais est-ce que ça va se transformer en de l'impact sur de la réussite collective? J'ai des doutes. Donc non, je drafterai les joueurs que je t'ai dit devant. Jetty Thor, les deux Azaya, Kai Jones. Voilà, Et c'est des joueurs. tu n'as pas Garouba. Si, Garouba, exactement. Garouba et Jeremiah Robinsoner. Je pense que c'est ceux que je peux drafter aussi, qui sont deux joueurs plus dans le délire vraiment très role-player potentiel, je pense. Mhm. C'est plus des postes 4 aussi, hein. Oui, Garouba, j'ai du mal à le voir en 5. moi aussi pour l'instant. Mais ouais, dans 4, il faudra un 5 qui tire. Et comme c'est rare, il devra peut-être commencer en 5, mais il se fera peut-être. Enfin, moi, j'ai été assez rassuré. Je sais pas si vous avez vu le match contre Team USA là. Bon, c'était Team USA, c'était comme Mhm. ouais, mais défensivement, ce qu'il a fait contre juste dans la lecture, les compréhensions des possessions contre KD, contre Bama Adebayo, contre Jeremy Grant, des mecs super longs et tout, il a été super fort. Et Donc, après, il jouait 4 par contre. Il joue tout le ouais, temps avec Hernan Gomez ou Gasol, si je ne me trompe exactement. pas. Comme au Real, il jouait tout le temps Mhm. avec Tavares ou avec d'autres intérieurs. Poirier, d'ailleurs, par séquence sur la fin de saison en Liga ACB. Mais ouais, bah, ces joueurs-là, je suis pas fan des intérieurs, mais ces joueurs-là, tout ça, entre 20 et 30, même entre 18 et 30, ça me va très bien. Mhm. Après, au niveau des, tu vois, on parle des ailiers, tu vois. OKC, on sait bien que OKC aime bien drafter des joueurs un peu atypiques, entre guillemets. J'ai pas vu de news comme quoi il y a eu un workout. Est-ce que tu penses que, par exemple, un jeu guidé pourrait s'insérer, entre guillemets, dans un processus de reconstruction OKC, tu vois? Est-ce que on pourrait être intéressé par ce profil qui est un peu atypique en soi, hein, un espèce de meneur qui fait plus de 2 mètres? Est-ce que Mm, ce serait potentiellement, tu vois, une cible qui, en plus, il est très jeune, il mm, vient en plus du cursus hors NCAA, on sait que Presti aime bien ça. mm. On parlait avec Kemiga d'un joueur qui cochait pas mal de cases en termes de philosophie, et Guidé, en fait, lui aussi en coche pas mal. Complètement, complètement. C'est un super joueur, hein. Moi, bah, déjà, j'apprécie toujours autant de pouvoir regarder la NBL. C'est un championnat qui est extrêmement passionnant avec des effets spéciaux et des salles endiablées. Mais ouais, pour moi, c'est l'international numéro 1 de la QV. Il n'y a pas trop de débat là-dessus. Ça veut aussi dire que Mhm. la classe d'internationaux est moins forte tout en haut, parce Ouais. que Josh Giddey n'est pas non plus un prospect, un lock top 5 ou des choses comme ça. Mais je pense que oui, c'est complètement.
Après, je pense que Josh Giddey va partir à la loterie, moi, potentiellement. Je pense que Ah oui, oui, mais ça, je suis d'accord. Mais en Mm. termes, tu vois, je commence à partir du principe qu'en fait, qu'on va pas piquer en 16 en 18. Oui, que tu piqueras plus haut. Donc, oui, Josh Giddey est une vraie cible. Il peut, en termes de création de passes, en termes d'initiation, c'est un des meilleurs de la QV, alors que c'est un des plus jeunes. Mm. Le tir, il pâtit sûrement d'un geste qu'on trouve tous très, très moche. Mm. Et donc, mais c'est pas parce que ton shoot est moche qu'il ne rentre pas. Sean Marion. C'est Harris Haliburton l'an passé. Mais ça veut par contre dire que parce qu'il est moche, tu peux sûrement pas répéter en termes de pull-up aussi facilement que d'autres. Ça, c'est un Mm, truc j'ai réfléchi pas mal l'an passé. Et je pense que en termes de pull-up, son geste va parasiter un peu son développement là-dessus. Mais en catch and shoot, pour l'instant, c'est assez bon. Non, non, vrai profil. Et je pense que ouais, en termes de culture, en termes de fit, déjà j'aime pas trop le mot fit, mais ça peut vraiment bien coller avec OKC. C'est intéressant de parler des prospects internationaux ou au moins de ceux qui ont un parcours un peu plus atypique que classique universitaire. Mm. Vu la connexion actuelle qu'a OKC avec ces joueurs-là, Mm. notamment avec l'année dernière, notamment avec Beasley, Dort, notamment, voilà. Euh, sur les pics qu'il y a, si OKC ne prend pas un joueur non américain, j'y crois pas trop. J'ai du mal à le voir aussi, donc c'est intéressant de parler aussi de ces pics-là. Après, tu dis que Guidé est meilleur international. Pour certains, ça va être Sengun, je pense, de loin. Oui, Là, je pense qu'on se rejoint tous. On n'est pas vraiment d'accord avec ça, mais peut-être que dans cette optique-là, Sengun sera pris. Effectivement, ça peut être une chose, on sera pas fan, mais ça pourrait arriver. Et lui, il complètement. rejoint en On plus peut tous les avoir côtés ça, internationaux, pivots, etc., qu'on a mentionnés. complètement. Bah après, quand tu vois la cote de Sengun, elle est quand même en train de bien exploser, hein. T'en as qui veulent le faire partir en 8 au Magic, hein. Ouais, ouais. Bah, et s'il part en 8 comme ça, moi, faites-le partir en 8, ça laissera des prospects que je trouve meilleurs après de disponibles. Tu vois, si tu pars en 8 et qu'en 9, t'as les Kings qui prennent Wagner, ça veut dire qu'en 10, t'as Moody, Kay Jones et Guidé encore disponibles. C'est très bien, moi ça me va, ça va nous favoriser. Puis ça évitera qu'on fasse un trade pour monter, parce que je sens que Presti, s'il est encore là en 11-12, il va commencer à prendre son téléphone. Mais après, tu peux te dire aussi, tu vois, Kate Jones, c'est pas américain. Est-ce que potentiellement ça Hmm, peut être lui le meilleur prospect international aussi? c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai qu'on peut le compter comme ça, effectivement. Alan, on va peut-être pas parler de ces choix de fin, de début de second tour, c'est peut-être pas le plus intéressant parce que là, on parlera peut-être de Paris plutôt, de ces choses-là. J'avais deux questions, surtout pour finir cet épisode. Avec Constant, on a fait ça la semaine dernière en live. Pour toi, ça serait quoi une soirée de draft réussie pour OKC? C'est-à-dire en termes de pick, notamment sur le 6, le 16 et le 18, peut-être que tu peux inclure un trade. Mm. Dis-moi, c'est un scénario où tu te dis, ok, si elle fait du bon taf, ou alors ils sont bien débrouillés, ou c'est bien tombé pour eux parce que tes joueur a chuté, par exemple, ou voilà, tu vois, si tu avais un scénario un petit peu idéal pour eux. Bah, je pense qu'avec un pick 6, 16 et 18, une soirée parfaite, c'est récupérer deux joueurs que j'ai loterie sur mon board. Mm. C'est pas impossible, Hmm. Mhm. vraiment pas impossible. Donc ça serait ce que je jugerais une très bonne soirée pour le Thunder. Donc, un truc, ça serait par exemple Barnes en 6 et Moody en 10 ou en 11, ou enfin, t'es monté ou un truc comme ça. Ouais, voilà, Barnes et Moody, ou Book Knight et Kai Jones, Mm. ou si Suggs est en 6, tu prends Suggs. Tu peux prendre, ou alors si tu fais un Jonathan Kuminga, Jaden Springer, si tu fais en plus, t'es vraiment, vraiment dans la jeunesse, donc t'es bien là aussi là-dessus. J'appellerais, voilà, ouais, une belle soirée réussie. Kuminga, Cam Thomas, voilà, c'est Oh, ce genre oh, le spécial constant, celui-là, le Cumming Ken Thomas. Que Minga en 6, Sharif Cooper en 16, Cameron Thomas en 18, là. Bah alors là, si ça arrive, lol. Et puis prenez-le avant les Knicks, ça, parce que je Ah, vois. parce que Sharif Cooper, ouais, ils veulent. Enfin, les Ouais. fans d'Enix, ils veulent absolument Sharif Cooper, hein, Et mais, ce qui ferait vraiment sens chez eux, pour le coup. Alors là, oui. pour le Ah bah coup, si. j'aime bien. Ouais, non, oui, non, mais si. Donc, pour le coup, ouais, je comprendrais le délire. À l'inverse, Alan, quel serait le pire, enfin, la connerie à pas faire, tu vois, le truc où tu dis, mais oh, Presti, là, il a vraiment merdé. Je sais pas ce que les scouts ont branlé, mais ça va pas du tout.
Voilà, en gros, ça sera par rapport à ce que moi, Ouais, j'ai en bien big sûr. board. Donc, ça serait, je pense que ça serait un joueur que j'ai. Ouais, si tu montes pour prendre David Mitchell ou Sengun. Oh, Puis, putain, Devian Mitchell. je pense que c'est la chose que je ferais pas, personnellement. C'est un Mais lottery pick pour toi, Devian Mitchell? non. Ah, on est d'accord. Non, c'est pas un lottery pick. Je l'ai dans le panier entre 25 et 38, on va dire. Il fait 1m80. Il tire à 66% à lancer franc en 3 saisons NCA et il va avoir 23 ans. Ouais. Bah, lui, pour le coup, c'est la March Madness qui l'a aidé. Hein, Ouais, la saison mais de Baylor en général et puis l'apothéose de la marche manège, je préfère Jared Butler, moi, de Baylor. Je pense que Qui ouais, est haut ouais. dans certains big boards, d'ailleurs, il est bien monté aussi. Ouais. Je sais Jared plus Butler. qui c'est qui nous a donné Jared Butler dans une des mocks. Je crois que c'est Mm. Kevin O'Connor, si je dis pas de bêtises, ou Mm. ouais, Jared Butler est fini chez nous, qui est un profil qu'on n'a pas fait, si je dis pas de bêtises, Non, et qui est un profil intéressant aussi, mais on s'est dit il y avait déjà 5 meneurs dans nos Complètement. articles, on va peut-être se calmer au bout d'un moment. ok, bah, il y avait pas mal de guards dans ce range-là qu'on a fait. Mm. J'avais une dernière question, là, c'est plus d'un tes chouchous personnels, parce que je sais que tu partages tes chouchous avec Constant, Cam Thomas par exemple, etc. Moi, j'ai quand même bien à voir dans un début de reconstruction, surtout comme OKC, des joueurs comme Jalen Johnson ou Zaire Williams, des Ouais. 3-4 qui peuvent créer offensivement, qui ont un plafond assez énorme malgré quelques problématiques, notamment Jalen Johnson, comportementales, etc. Comment tu te situes par rapport à eux et quel serait peut-être un environnement favorable à ces joueurs-là? Est-ce que OKC peut l'être, du coup? Oui, oui, complètement. Zahir top 10 chez moi. Il Ouais. l'était, Donc il j'ai la l'est, réponse à ma question déjà, si tu il l'aimes le, bien. et il le restera. Trop de talent offensif chez ce gars pour au bout d'un moment trop descendre à un poste où il n'y a pas assez de profondeur en NBA, en plus sur son type de profil. Énorme QI. Je le dis, hein, on avait eu l'assistant coach en envergure de Stanford euh, en, en interview. Il rentre à Stanford parce qu'il a le niveau scolaire. Scolaire. Voilà. Hmm. Il rentre parce qu'il lui avait dit sur un top 100 lycéen, souvent il y a 5-6 gars à qui ils peuvent offrir une offre, une bourse pour venir. C'est parce qu'en fait, à Stanford, il faut le niveau scolaire requis. Et Zaire Williams, c'est un très très gros cerveau, en plus d'être un magnifique joueur de basket, franchement. Et il est doté d'une super mentalité en plus, donc c'est pas parce que bon, il a pas de handle et qu'il a connu une saison difficile qu'il faut le laisser trop descendre. Jalen Johnson, moi j'aime bien le profil. J'aime bien le profil, la mentalité, bon, tout ça. C'est pas Moi, la même que Zahir pour le coup. non. Après, le choix de quitter Duke en courte saison, ça me dérange pas. Franchement, ça me dérange pas. Qu'est-ce qu'il avait à gagner à rester à Duke sur la fin de saison? Duke n'allait pas faire la marche manesse. Mais Euh, après, c'est le côté, c'est pas c'est la le côté première de la fois qu'il oui, c'est quitte là un avec truc. le coéquipier, voilà, ça je suis d'accord. Mais après, en fait, c'est parce que ça n'a pas été fait en basket encore, mais ça se fait en foot US universitaire, hein. Il y a des Hmm. pas les fins de saison, il y a des joueurs qui disent voilà, moi, on va pas jouer de finale universitaire ou un gros match, j'arrête, je me concentre sur la draft. En fait, en NCAA, en basket, ça s'est pas fait, donc ça a choqué en fait. Mais et je comprends que ça puisse choquer, mais vu que ça s'est déjà fait dans d'autres sports et ces joueurs-là, c'était pas pris un backlash du genre c'est un mauvais team player et tout. Ouais. C'est juste que lui, il a le passif de l'avoir déjà fait au lycée en fait et d'avoir ouais, bazardé une équipe et un lycée de son état pour partir à IMG Academy en Floride. Puis ensuite, quand il était là-bas, il a eu le mal du pays, il n'a pas joué un match, il est rentré dans le Wisconsin. Ouais. Donc, Ouais. Avoir le mal du pays de Wisconsin, quand même, ça c'est fort quand même. Wisconsin est un état qui produit de plus en plus de loterie pick. Il y a de plus en plus de très très bons joueurs qui sortent du Wisconsin. Bon, Euh, bah, ça va pour ne- continuer, je pense, avec, Complètement. Pour ne pas c'est citer juste eux ce qui passe dernièrement, actuellement. Tyler Hmm. Liberton, les frères Jones, Tyus et Et les Trey. Russes? Ouais, Ouais. très, pardon. Mais ouais, donc il était dans un petit lycée là-bas, mais un vrai talent. Je dirais, en fait, Johnson, bon, le tir, pareil, la mécanique, c'est ce que c'est, mais gros playmaker sur les ailes, fort défensif. Hmm. Moi, Ouais. j'aime bien. Moi, j'aime bien, j'aime beaucoup. Tu Euh, préfères Zahir ou Johnson d'ailleurs en Zaire, playmaker? Ok. C'est ce que j'ai trouvé aussi de ce que j'ai pu voir, ou
peut-être plus de situations de pick and roll, plus de situations balle en main, un peu moins que du drive and kick ou ces choses-là, tu vois, ou que des post-up, que Johnson, c'était plus ça. Je préfère Zahir comme un Kai Jones, hein. Par flash, c'est top 5 de la QV. Il faut pas prendre que les flashs en compte. Il faut regarder l'échantillon complet, il faut regarder aussi ce qu'il avait pu faire avec Team USA chez les jeunes, il faut pouvoir regarder ce qu'il faisait à Sierra Canyon quand il y était. Mais talent loterie tous les jours. Johnson, je le mets pas loterie, mais juste derrière. Mais, Après, ça dépend aussi de qui tu prends, en fait, j'ai l'impression. Tu vois, si tu drafts Kuminga, est-ce que tu as vraiment envie de rajouter Zahir dedans? Tu vois, j'aurais plus envie de rajouter Zahir que Jalen Johnson. Oui. Non, mais moi, je parlais d'un autre profil, tu vois, sans ouais. opposer les deux. Tu vois. Oui. Alors que si tu prends Book Knight, ouais, pour le coup, tu prends aussi Zahir. Si tu trades pas ton 16 et ton 18 et qu'en 16, Zahir est encore dispo, bah vas-y, fonce dessus si tu prends Book Knight. Même si tu prends Scottie Barnes, tu vois, en soi. Mais je trouve que, tu vois, si t'as que Minga, même s'il y a un talent évident pour Zahir, et même pour Jalen Johnson, même si, comme vous deux, je trouve qu'il est un peu en dessous niveau potentiel, si t'as que Minga, j'ai peut-être plus envie de partir sur un autre profil pour le coup. Que d'avoir vraiment deux énormes prospects, deux diamants bruts à développer quasiment sur le même poste en plus, avec quasiment les mêmes défauts. C'est ça. Un peu de cohérence de poste aussi, effectivement. Même si on n'est pas fixé là-dessus, ça peut être intéressant, effectivement. Jamais trop délié. Oui, ça c'est sûr et certain. Surtout au OKC actuellement où tu as un Lou Dort qui joue en 3, qui est pas undersize, mais qui est pas très très grand pour le poste. Tu as beaucoup Beasley, tu as des questions 3, 4, peut-être 5 un jour, qui sait. Donc ouais, non, c'est sûr que tu n'as jamais trop de poste 3, quoi. Effectivement. Alan, on va arrêter là. Je te remercie infiniment pour ton expertise et ta venue encore une fois dans ce podcast. Ça va être ton moment. Dis-nous, là, avant la draft, où doivent aller les gens, notamment pendant la draft, avant, là, s'il y a des news, je sais qu'on a, donc c'est ton moment, fais ta promo. C'est gentil. Bah, déjà, aller sur le site Envergure parce qu'il y a plus de 70 scouting reports, je crois, qui ont été écrits sur des joueurs par donc des membres du site, mais aussi des membres de la data team qui font un super taf toute l'année pour collecter les infos et ils ont pu avoir l'opportunité d'écrire les scouting reports sur des joueurs peut-être un peu moins connus, mais qu'ils ont vu évoluer toute l'année. Donc c'est surtout pour les pics du second tour, je pense. En fait, le but c'est d'avoir un scouting report sur tous les joueurs qui sont draftés et sur les two-way. Donc c'est beaucoup de travail et donc ça peut être top pour le site et pour toute l'équipe. Ensuite, le soir de la draft, donc jeudi 29, la nuit du jeudi 29 au vendredi, on sera en live avec la First Team et on aura aussi Romain, donc le coach de Strasbourg, qui sera sur le plateau de Beansport. Donc si les gens veulent voir les deux en même temps. Et plus notre live aussi en même temps. Exactement. Live aussi avec Constance sur Twitch. Donc pour vous voir Constance en PLS, si jamais il y a des trade-up très sympathiques de la part de James Chéri. Pour prendre Sengun. C'est ça. Et puis, je sais pas quand est-ce que l'émission sortira, mais demain ou aujourd'hui, si vous écoutez ça lundi, voilà. Donc le lundi soir, live YouTube, 21h minuit, avec plein de gens qui vont essayer de venir pour parler de la draft, poser des questions, avec des surprises. Je crois qu'il y a des quiz et tout. Je suis pas au courant de tout ce qui va se faire encore dedans, mais vu qu'on n'a pas pu faire de preview ou de grosses vidéos, on va faire un live qui s'appellera, en référence à une émission chère de radio, Planète Draft. Le nom est incroyable. Le nom est incroyable. On voit les gens qui commencent à avoir plus de 25 ans là. Pour le coup, au niveau des refs. C'est ça. Non, merci Alan pour cette promo. Donc allez suivre tout ça pour tout ce qui est scouting, notamment Envergure sur la draft. Si on draft un joueur que vous ne connaissez pas trop, ça peut être un réflexe d'aller voir ce que ça donne sur Envergure, notamment. Donc oui, Friends notamment. Exactement. Et encore une fois, merci à tous pour vos retours. Du coup, on se retrouve nous aussi dans la nuit de jeudi à vendredi pour un live Twitch. On prendra l'antenne un petit peu avant le début de la draft et on fera, allez, jusqu'au 18.
c'est certain, il n'y a même pas de doute. Et après, jusqu'à Tu quand vas dans la voir qu'on va draft, on faire tout le verra. premier tour. Oui, ouais. Et tu vas voir quand on va arriver en fin de premier tour, on va faire ouais, mais on est en 34 et en 36. Ouais, c'est exactement ça. Ah non, en fait, on a tradé. Ah non, ça peut être assez long, mais on sera là aussi pour la draft parce que c'est important pour nous, parce qu'on a bien suivi ça maintenant avec Constant. Donc voilà, allez lire nos scouting reports. Là, on a évoqué pas mal de joueurs aujourd'hui avec Alan. On a fait leur scouting report, la plupart sur le site. Voilà, donc avant la draft, préparez-vous au mieux. Et voilà, à bientôt. Profitez des Jeux Olympiques aussi avant la draft un petit peu. Et on se retrouve très vite. Salut. Salut.